Premier numéro de votre émission Vice Versa de cette nouvelle année 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toute l'équipe de IFA Télévision se joint à moi pour vous souhaiter une heureuse et paisible année 2024. Et tout de suite, les sujets dont on va parler aujourd'hui en interactualité. Nous allons revenir sur cette décision controversée du pape au sujet de la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie. En Afrique, on parlera de la présidentielle au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko vient d'être déclaré inéligible. À quoi doit-on s'attendre? Maintenez vos positions pour mieux comprendre donc ce sujet tout à l'heure. Et au Niger, j'allais donc dire, la junte au pouvoir refuse, sinon rejette la main tendue du chef de l'État béninois au sujet donc de la relance des activités portuaires. Et au Bénin, nous débattrons autour de cette actualité qui fait la une dans le pays, le débat sur la révision de la Constitution. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et à l'Assemblée nationale du Bénin, la proposition de loi sur l'amnistie par les démocrates a été rejetée par la commission des lois. Et enfin, nous parlerons en culture de la célébration du Vodou Day, le programme des festivités dévoilé, de grandes surprises en attente. Et pour faire le débat ce matin, j'ai avec moi en studio Delphin Gagana. Delphin, bonjour. Bonjour, monsieur Abalo. Bonjour au plateau. Je vous souhaite une très bonne, heureuse année. Merci beaucoup. Changement de mentalité, parce que c'est juste changement de date, c'est l'écriture qui change, mais si on ne change pas notre mentalité, rien ne changera. Donc, du coup, le tout ne suffit pas de se souhaiter des vœux, mais qu'on change de mentalité pour que les choses changent dans notre vie. D'accord, merci beaucoup. À côté de vous, Eman Pafaniambo, bonjour. Oui, meilleurs vœux à vous aussi, meilleurs vœux à tout le plateau. C'est vrai, changement de mentalité, mais il faut se souhaiter aussi la paix, le bonheur, la prospérité, et que voilà, que les bons esprits nous guident aussi tout au long de l'année 2024 qui a commencé. D'ailleurs, ça fait une année paire, 2008. Et donc, on espère de bonnes choses pour cette année. Voilà. Alors, en face de vous, Colessiane. Colès, bonjour. Bonjour Ansel, bonne heureuse année à mon ami anticonformiste comme moi. Ben voilà, le calendrier nous l'impose, on se souhaite des vœux, les meilleurs, la santé et beaucoup d'argent. Je ne vais pas m'interdire de te souhaiter beaucoup d'argent simplement parce que je vais rester conforme aux usages. Merci beaucoup, Colès. Dans Info Show tout à l'heure, vous aurez la chronique, puis après au écoute pour la distribution des cartons, j'allais donc dire. C'est pour tout à l'heure et tout de suite, Newsroom. Eh bien, la bénédiction donc, des homosexuels hors liturgie, le sujet fait beaucoup de débats. Je vais commencer par vous, Delphin Ngagana. Oui, on avait commencé en 2023 à parler de ce sujet. On Ça fait un an. À partir de encore en 2024. Mais je voudrais juste vous lire ceci. Vous allez me dire si c'est un verset biblique ou si c'est un verset satanique. Lévitique 20, verset 13. On dit, quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang tombera sur eux. Est-ce que c'est un verset biblique ou un verset satanique? C'est un verset biblique. Lévitique. Donc, c'est de la Bible. Ah, c'est de la Bible. Oui, c'est de la Bible. Alors, est-ce à dire que ceux qui veulent promouvoir aujourd'hui, c'est pas l'homosexualité, ne connaissent pas ça, ou bien il y a des versets bibliques dans la Bible qu'il faut respecter, il y a d'autres qu'il ne faut pas respecter. Mais dans le cas d'espèce, on parle d'une bénédiction hors liturgie. On vous dit que le truc est Je vous relis ça. Quand un homme couche avec un homme, c'est bien précisé, un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort. Leur sang tombera sur eux. On vous dit le truc, c'est de l'acide, ne consommez pas. On dit qu'il faut laver avant de consommer. Des fois, vous tombez là sur le coup de l'homophobie. Et bon, voilà, je ne sais pas des pays dans lesquels l'homophobie est interdite. Comment ces pays apprécient la Bible, parce que justement ce que vous faites là, vous ne faites que lire la Bible, et voilà un débat intéressant. Voilà, par exemple, dans les pays où la Bible est autorisée, comment est-ce qu'on apprécie ce genre de passage? Parce que c'est le Vatican qui autorise, j'ose croire que la Bible ne sera pas le livre rejeté de la Vatican, du Vatican, ça doit être le document même de référence je suppose, hein. Donc du coup, si c'est écrit dedans, et que le Vatican qui est censé faire la promotion, la promotion de la Bible, arrive à dire ce qui est contraire à ce que la Bible a dit, je pense qu'il y a un souci. Il y a mal donné. Mais oui. Il y a mal donné. Collègues? Ce qu'il dit est intéressant et j'ai d'ailleurs essayé de le souligner.
de nombreux pays ont des lois qui sont clairement, qui répriment clairement l'homophobie, c'est-à-dire le délit qui consiste à rejeter les homosexuels. Alors je m'interroge sur le regard de ces pays sur des passages comme celui que Delphin vient de lire. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que, comme les féministes le disent de plus en plus, est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation où on veut réécrire la Bible pour être conforme à l'évolution de l'humanité telle qu'on la vit aujourd'hui? Parce que si on est un vrai croyant et que l'on ne veut s'en tenir qu'au texte biblique, il y a de nombreux combats aujourd'hui qu'on ne pourrait pas faire. Il y a de nombreuses avancées aussi qu'on ne pourrait pas enregistrer. Pour rester sur le débat, les déclarations du pape et voilà, la polémique qu'elle suscite, il faut dire que ce n'est plus seulement en Afrique, dans les églises africaines, en France et un peu partout en Europe aujourd'hui, on commence aussi à émettre des réserves sur cette sortie du pape, au point où un ami qui fait surtout dans l'humour s'est demandé s'il ne fallait pas faire le test d'alcoolémie du pape au moment où il faisait cette déclaration. Mais c'était pour rire. Parfait. Eman Adiaboussou? Oui, quand on a suivi un peu ce passage biblique-là, et on comprend pourquoi alors il y a eu cette fronde, il y a cette fronde-là des évêques de l'Afrique pratiquement. Oui, en RDC, ils ont dit non, au Bénin, ils ont dit non. En France aussi. Au Cameroun, en France aussi. Voilà. Et c'est à se demander si le pape, effectivement, en annonçant ou en prenant cette décision, s'il était vraiment dans toutes ses formes avant de prendre la décision, parce que justement, et d'ailleurs, je profite de la pour demander si c'est le Vatican. Ce n'est pas le Vatican qui a pris la décision, c'est plutôt le pape. Est-ce qu'il a pris ça de concert avec tout ce qui l'entoure bien, et il a juste pris la décision comme ça? Parce que même, j'imagine que même dans son équipe très proche, il y en a forcément qui sont contre, qui n'acceptent pas ces gens de décision. Oui, mais il ne peut quand même pas prendre une décision tout de go, enfin, tout seul, sans quand même consulter. Il a quand même des conseillers, il a toute une équipe autour de lui. On assiste depuis ce mandat-là du pape, on a cité quand même une certaine ouverture de ce pape-là, qui montre qu'il est très ouvert, qu'il est à l'écoute du peuple, qu'il est à l'écoute de ses oreilles et tout. La question, c'est de savoir si l'Église catholique n'est pas en train de se créer des ennuis, si l'Église catholique va pouvoir tenir face à cette crise-là, même s'il y a eu cette cette mise au point de Rome qui dit oui, nous n'avons pas autorisé. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un méli-mélo qui ne s'explique pas. Bien malin qui peut dire comment cette crise-là, moi je parle de crise, comment cette crise-là va finir. Et voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, Collins, en RDC par exemple, au Bénin également, comme au Cameroun, les décisions, enfin, les évêques ont décidé donc de ne pas suivre cette décision du pape. Ça repose la question du dogme que l'Église doit être chaque fois. On a l'habitude de rappeler, heureux celui qui croit sans voir. Les questions religieuses en général sont des sujets très délicats parce que c'est des sujets qui n'admettent pas justement la réflexion. Ils n'admettent pas la réflexion de sorte que quand vous êtes croyant, on ne vous demande pas votre avis sur ce que l'Écriture sainte dit. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'obéir à l'Écriture sainte. Et donc, qu'il y ait cette fronde-là, moi je ne sais pas quoi en penser. Parce que, comme je le dis, la religion reste un sujet très délicat. Tout ce que je peux, moi, me réjouir de constater, c'est que les lois de la République restent au-dessus des lois religieuses. Donc, ça va rester, de mon point de vue, un débat interne aux pratiquants de ces églises-là. Donc, c'est ce que je pense et voilà. Oui, mais dans ce sens, c'est l'Église catholique qui sombre un petit coup. Oui, il faut commencer par dire un avis n'est pas la même chose qu'une décision ou une information. Un avis peut être personnel. Vous donnez votre avis sur un sujet. Quand on dit que le pape semble être un peu plus ouvert, oui, la gestion de l'Église catholique ou bien de l'Église, ce n'est pas un truc personnel. C'est qu'il y a des règles, il y a des règlements, il y a des tests, il y a des choses qu'il faut respecter. Donner un avis sur un sujet, le pape peut donner un avis sur un sujet, mais quand le pape vient à donner une orientation, à donner, est-ce qu'il va prendre une décision, mais ou bien à faire une annonce, ça ne peut pas être un truc personnel, ça il représente
si vous parlez d'institution, ça veut dire qu'il représente l'institution qui se trouve être l'Église catholique. Alors, ce qu'il a dit ne peut pas être à cause de son ouverture ou de... Non, ça ne peut pas être ça. Ça veut dire que quoi? Que c'est une décision ou une orientation étudiée et que c'est quelque chose qu'il a vu. Il a annoncé. Ce n'est pas qu'il est en train de parler en privé avec quelqu'un et que non, il est venu l'annoncer et il demande à ce que cela soit fait. Ça veut dire que c'est une décision. Donc du coup, ce n'est pas son ouverture qu'il a fait. Et puis, quand on le dit ainsi, vous voyez... s'il faut commencer par voir les choses ainsi, c'est comme si la gestion, ce n'est plus la gestion selon les tests, mais c'est la gestion personnelle, c'est-à-dire mon désir, mon envie, c'est ça que j'impose aux gens. Mais je ne pense pas que cela soit juste le désir du pape qu'il a imposé. C'est ce que peut-être leur collège avait décidé et qu'il est venu le dire. Parce que oui, les Africains, il y a certains pays africains qui sont contre, même il y a même certains qui étaient déjà contre bien avant. Mais l'évêque qui est ici, ou c'est l'évêque qu'on appelle, qui est ici, ne s'est pas levé seul pour prendre une décision. Il a consulté la conférence épiscopale pour décider. Oui, et donc, sachez que ce que le pape est allé dire, c'est comme ça que certains se sont réunis avec lui pour prendre une telle décision. Je pense que... oui, c'est un sujet, il y aura toujours pour et contre. Et donc, du coup... Oui, j'ai bien la chute parce qu'effectivement, sans vouloir un peu trop dévoiler ce qui se passe, je compare un peu la haute direction de l'Église catholique au Conseil de sécurité de l'ONU, où il y en a qui peuvent poser leur veto. Il y en a qui peuvent dire non, ça ne marche pas. Pendant que il y a une certaine loi et bloquer le processus, quoi. Donc, si ils ont beau être contre cette décision du pape, si le pape dit c'est ça je veux faire, il va le faire. Mais dans ce cas, c'est l'Église catholique qui va en courir. C'est ce que vous avez bien fait de poser comme question. Je vois l'Église catholique en train de tendre vers l'implosion. Ça, pour moi, que le pape prenne une décision comme ça, qui soit battue en brèche par pratiquement la plupart des conférences épiscopales d'Afrique et d'Europe et tout. Je ne pense pas que ça soit de bonne loi pour cette église-là. De toute façon, qui quand même est respectée, qui est très respectée de par le monde entier, qui vaut carrément un État, qui vaut une institution, qui vaut tout. Aujourd'hui, on se demande bien comment ils vont se regarder une fois qu'ils seront tous assis, ou bien une fois que le pape va les convoquer pour leur dire venez, ce que j'ai dit, ça va se passer. Est-ce que ça ne risque pas de nous entraîner sur une certaine division au sein de l'Église catholique? C'est ça ma grosse... Alors, Colin Sian, est-ce qu'il y a possibilité que le pape revienne sur sa décision? Ce n'est pas pour fuir la question, mais je veux que le débat reste dans sa juste proportion. C'est un débat qui concerne l'Église catholique. J'allais dire c'est un débat qui ne concerne que l'Église catholique. Parce que justement, on en fait aujourd'hui un débat carrément pas de l'ONU. Voilà, l'ONU c'est autre chose, c'est vraiment les Nations Unies, c'est toutes les nations du monde qui ont adhéré à l'ONU. L'Église catholique est peut-être l'Église la plus représentative au monde aujourd'hui, mais il y a de nombreuses autres églises qui ne se sentent pas concernées. J'ai retenu ça juste pour parler de veto, oui, pour vous expliquer un peu. J'ai bien compris, mais après j'insiste sur le fait qu'un débat qui est interne à l'Église catholique n'est pas un débat qui engage, par exemple, le Sénégal où l'Église catholique n'est pas la religion majoritaire. Donc je veux dire qu'on en fait peut-être un peu trop de vagues. Selon moi, qui ne suis pas catholique, il faut le préciser. Donc selon moi, qui ne suis pas particulièrement concerné par un tel débat au sein de l'Église catholique. Mais je constate simplement qu'on a de nombreuses autres églises éveillées, dites éveillées, qui prospèrent en Afrique, qui naissent comme des champignons. Il faut juste constater que ce genre de déclaration va faire beaucoup plaisir à ces églises-là qui n'attendent que les dérapages de l'Église catholique pour recevoir. C'est le constat que je peux faire en dehors de l'Église catholique. Je ne suis qu'un observateur de l'Église. Je ne suis pas très concerné par ce qui se passe à l'intérieur de cette Église. Vous pensez que le pape peut revenir encore sur sa décision? Tout est possible. Bon, tout est possible. Il peut revenir, mais je doute très fort qu'il revienne sur sa décision. Peut-être qu'on va essayer de diluer ou de travailler pour... Mais d'une manière ou d'une autre, il a adopté une décision. Donc, du coup, oui, ils peuvent travailler sur ça. Mais l'autre chose, c'est quoi? L'effet de boule de neige ou d'entraînement, c'est que vous serez assis ici, mais quand un véhicule passe dans une boue, ça va vous salir. Donc, du coup, si rien n'est fait ou rien n'est fait, les autres églises, que cela soit évangélique ou je ne sais quoi d'autre,
Et vous allez voir, tout doucement, ça va commencer par les rogner, et ainsi de suite, et que ça, d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous pouvons même quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas, si ça va venir, ça va venir. Alors, merci. Merci. Evan, vous voulez compléter quelque chose rapidement? Non, juste dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le pape aujourd'hui tente de justifier un peu, ils vont tenter de justifier un peu cette position, peut-être en essayant de diluer un peu cette décision qui a été prise, mais toujours est-il que l'Église catholique, pour moi, est en train de battre de l'aile. Voilà. Ça sombre. Merci. Nous allons revenir à présent en Afrique. Cette fois-ci, nous parlerons de la présidentielle au Sénégal. Il faut rappeler que l'opposant Ousmane Sonko vient d'être déclaré inéligible. Je vais commencer par vous, Colessial. Oui, je pense que Ousmane Sonko, je l'avais déjà dit, est aujourd'hui, malgré lui, la victime d'un véritable bras de fer entre les différents pouvoirs au Sénégal. Je parlais précédemment du pouvoir exécutif et là du pouvoir judiciaire. Mais là, j'ai l'impression désormais qu'il y a des factions au sein du pouvoir judiciaire parce que la décision qui vient d'être prise est une décision de la Cour suprême. Il n'est pas interdit que la Cour constitutionnelle, qui est l'organe seul habilité à valider les candidatures, retienne Sonko dans la liste définitive du 20 janvier. Alors, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que l'appareil justice au Sénégal est en train de vivre des heures très délicates du fait justement d'une présidentielle qui fait que, qu'on le veuille ou pas, Macky Sall va passer le témoin. Je continue donc d'observer que la justice sénégalaise joue sa crédibilité, qu'elle joue son va-tout et qu'il y aura beaucoup de répercussions après ces élections. Et au cas où ça va être exclu? Au cas où Sonko serait exclu, en fait, je voudrais prendre le pari, je voudrais me risquer à prendre le pari et dire que Sonko sera définitivement candidat, retenu comme candidat. Je me risque à dire que la Cour constitutionnelle ira à l'encontre de ce que la Cour suprême a semblé indiquer, en estimant que Sonko n'est plus, ne peut plus être candidat. J'ai le sentiment qu'on arrivera à ce cas de figure-là. Un cas de figure qui mettra à nu, comme je l'ai dit, une vraie guerre de factions au sein d'un même appareil judiciaire. Ce serait préjudiciable pour l'appareil en elle-même, ce serait une bonne chose pour la démocratie, parce que il ne faut pas perdre de vue qu'il revient quand même aux électeurs, aux Sénégalais, de choisir qui doit être leur prochain président. Il ne revient pas à une cour, fût-elle suprême, fût-elle constitutionnelle, de choisir sur la base, on nous dit de quoi, d'une diffamation que Sonko peut être ou ne pas être candidat. Je pense qu'il y a de la légèreté, et je pense qu'il y a de la légèreté, il y a une forme de légèreté dans la façon dont la Cour suprême traite cette situation. Et il faut, je l'espère, que la justice sortira un peu plus grandie, parce que dans le cas où la Cour constitutionnelle viendrait à invalider l'élection de Sonko, la justice aurait décidé là de créer les conditions pour une élection comme celle qu'on a l'habitude de vivre, une élection qui est marquée par les contestations, par des protestations. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce n'est pas ce que moi j'espère. Oui, il faut quand même... on ne comprend pas avec quelle célérité la Cour suprême a rendu ses décisions. Vous savez, j'imagine qu'il y a bien d'autres dossiers qui dorment dans le tiroir de cette Cour suprême-là. Est-ce pour autant parce qu'on veut tuer un chien, il faut donc l'accuser de rage rapidement? C'est vrai que les décisions bien souvent de nos cours suprêmes sont sans recours. Généralement, c'est ça. Et parce que c'est le dernier rempart dans un état de droit, généralement. Et donc aujourd'hui, que Sonko soit condamné, que sa condamnation à 6 mois ferme soit confirmée par la Cour suprême, il me semble que ça limite désormais ses chances, parce que dans le code électoral chez eux, il est dit que quand vous êtes condamné à de temps en temps des peines, de temps en temps de tel nombre à tel nombre, que ça vous omet d'office de la liste des candidatures. Est-ce que la Cour constitutionnelle viendrait, étant donné que la Cour suprême s'est hâtée très rapidement de le condamner, de confirmer sa condamnation, alors que en première instance, il n'a pas été, on a demandé qu'on le réintègre dans la liste électorale et tout. Je me demande bien, comme l'a dit Collins, à quoi jouent finalement nos institutions, c'est pas judiciaire. Est-ce que la Cour suprême, ayant confirmé sa condamnation, la Cour constitutionnelle ayant le dernier mot pour ce qui est des listes de candidats et tout, alors que nous avons déjà 70 candidats au Sénégal, ça montre à quel point la classe politique sénégalaise est très fissurée en ce moment. Delphin?
Oui, il y a quelque chose il faut constater et hâter. C'est l'affaire Sonko a fait qu'on n'entend plus rien d'autre du Sénégal. C'est que tout Sénégal, c'est comme si aujourd'hui c'est seulement affaire Sonko parce que quand on parle du Sénégal, c'est affaire Sonko. Donc il faut reconnaître que Sonko a quand même fait son temps et continuera à faire son temps. L'autre chose c'est quoi? Vous avez vu, il y a une semaine ou 2 semaines, on avait applaudi une décision, de la Cour, c'est même Cour suprême, hein, mais c'est pas la. Non, c'est une cour, en fait, c'est un peu comme la cour d'appel. La Cour d'appel, ok, mais quand même une cour sénégalaise, quand même, qui a rendu une décision qu'on a applaudi pour trouver. On a parlé certainement de l'indépendance de la justice parce que ça a été bien fait, parce que la décision allait dans un sens que nous souhaitons, ou peut-être que beaucoup souhaitent. Mais aujourd'hui, c'est toujours au Sénégal, il y a une autre cour qui décide maintenant de ce que telle personne. Donc, du coup, moi je dis, d'une manière ou d'une autre, que Sonko soit candidat ou ne soit pas candidat, le Sénégal a quand même reçu un gros coup et qu'aujourd'hui, ils seront l'image du Sénégal, l'image, si c'est l'image démocratique ou l'image de je ne sais quoi, a quand même reçu un coup. Si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif, je n'en sais rien, mais je sais quand même que ça a reçu un coup. Et l'autre chose est que Sonko soit candidat ou pas, le Sénégal ne sera plus comme le Sénégal d'avant. Parce que quoi? Les choses se feront autrement et que les élections qui vont venir, c'est soit que ça va passer avec la paix ou ça va passer avec des tensions. Parce que on est en train de faire les choses tout doucement. C'est un peu comme on donne un, on retire un autre. Donc du coup, on est en train de travailler peut-être psychologiquement les gens à ne pas se soulever pour dire, bon, on l'a autorisé. Ce n'est plus le gouvernement qui l'a empêché parce que avant c'était le gouvernement qui faisait, mais maintenant on a dit c'est un truc avec un ministre. Donc du coup, c'est pratiquement privé. Donc on est en train d'amener l'histoire à dire, bon ok, on va tout doucement. On prépare psychologiquement les gens à ne pas se soulever. Mais il y a des gens qui, un peu comme les appellent, il y a certains qui sont des kakanakou, même si vous voulez travailler psychologiquement n'importe comment, eux ils sont là. C'est un nom de famille quand même. Ah, ok, je présente mes excuses à ceux qui portent ce nom, mais je dis juste des Malios, c'est-à-dire des gens qui, eux, ils sont un tout petit peu bornés. Donc, du coup, il y aura quand même cette partie qui va se soulever si on arrive à dire que Sonko ne se trouve pas être candidat. Donc, c'est à ce Sonko de voir est-ce que mettre le pays à feu et à sang, ce n'est pas lui qui met, mais comme associé à son nom, est-ce qu'il faut continuer à ça ou se calmer pour dire bon, aujourd'hui le Sénégal est plus fort, est plus cher que tout le reste, alors j'accepte mon sort et je finis parce qu'on dit même si on le rend, c'est juste pour 5 ans. Non mais non, attendez, j'aime bien la manière simpliste avec laquelle vous décrivez la situation Sonko, mais le cas Sonko lui dépasse la seule volonté de Sonko lui-même, parce qu'il y en a qui pensent, ayant été maire de telle région, qui pensent que ce jeune-là a de l'avenir. Il y a même des gens, il faut en aucun cas hypothéquer il y a même des puissances à l'extérieur qui sont des soutiens à Sonko. Oui. Les gens qui pensent qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un jeune aussi brillant, d'un jeune aussi plein d'avenir et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, est-ce que Sonko pourrait de sa prison appeler les gens au calme, dire taisez-vous et faire chose? Non, je pense que ce qu'il faut plutôt faire, c'est de travailler à ce que ce qu'on met petitement comme étant les germes d'une implosion au Sénégal, qu'on puisse éteindre rapidement ces feux-là. Et donc, en demandant... En faisant quoi? Je ne sais pas pourquoi... En validant simplement son... Il faut valider sa candidature et demander alors aux autres camps, à ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'ils viennent au pouvoir, de travailler à ce que leur candidat soit élu simplement. Dans un jeu librement démocratique, c'est tout ce que nous demandons. Est-ce qu'en procédant comme ça ne va pas peut-être bloquer les intérêts du pouvoir en place de Macky Sall précisément? Oui, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Herman dit parce que très objectivement, il est impossible de convaincre qui que ce soit que ce qui se passe aujourd'hui autour de la candidature de Sonko n'est pas une manœuvre politique pour l'empêcher d'aller aux élections. Que ce soit vrai ou autre, la perception est la plus importante. Et la perception des populations et de l'opinion publique est celle que je viens de décrire. Empêcher Sonko, quel que soit le prétexte, ne pas valider la candidature de Sonko, ce sera avoir utilisé les moyens politiques pour l'empêcher d'être candidat. On peut revenir sur la décision de la Cour suprême, qui est un organe dont les décisions sont sans recours. Il y a aussi la Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours. Ce que les partisans de Sonko reprochent à la décision de la Cour suprême, c'est peut-être une décision qui est, comment on l'appelle, on dit que les décisions ne sont pas...
rétroactif. Quand Sonko posait sa candidature, cette condamnation n'existait pas. Cette condamnation ne commence à exister que maintenant et donc la Cour constitutionnelle peut aller même sur des exceptions de constitutionnalité pour faire valider la candidature de Sonko. Mais en résumé, il sera difficile de convaincre qui que ce soit que Sonko absent des listes, ce n'est pas une manœuvre politique et le Sénégal n'a pas besoin actuellement de manœuvre politique. Et ça risque d'aller loin. Oui, vous avez encore une minute, oui. Ok, et ça risque d'aller loin, c'est ça que vous venez de dire. Il n'y a jamais de combat quand il n'y a pas deux adversaires. Et on ne peut pas cesser un combat si les deux ne s'accordent pas à laisser, je sais pas, à laisser le combat. C'est-à-dire quoi? Ce que moi je dis pas à Sonko de dire, bon ok, j'ai tout perdu et que si. Mais que si on en arrive à un niveau où on trouve que là, pousser un peu plus, imaginez le nombre de morts, de jeunes. Non, Delphin, ce que tu essaies de dire, c'est que bon, voilà, on est dans un match parce que tu as quelques problèmes avec l'arbitre, il oublie qu'il est l'arbitre et il se met à siffler selon sa bonne volonté. Voilà. On demande simplement à l'État sénégalais, aux institutions du Sénégal de faire respecter les lois, de faire une élection qui est inclusive, parce que pour dire la vérité, qu'est-ce qu'on reproche au type de la diffamation, de toi à moi? Dire que quelqu'un a diffamé et utiliser cet argument pour l'empêcher d'aller aux élections, qu'est-ce que cela représente si ce n'est pas mettre les enfants dans la rue? Il n'y a pas à chercher à diviser la poire en deux, il y a juste à reconnaître que la candidature de Sonko est légitime. Il revient aux Sénégalais de dire qu'il est président ou il n'est pas président. C'est tout. C'est votre position. Ce n'est pas une pièce de monnaie à deux faces. Vous développez une face qui est une face d'une pièce de monnaie. Votre pièce a deux faces. Donc, ce que vous pensez être normal, logique, peut ne pas être normal pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vie. La vie est basée sur une dualité. Si c'est qu'on est en train d'aller contre, mais c'est parce qu'il y a certainement quelque chose. On ne va jamais accuser Collins d'avoir... non, juste une seconde. D'avoir volé de la tomate. Parce qu'on sait que vous ne vendez pas de la tomate. Mais pour accuser Collins, on va dire, il a mal parlé au micro. Parce qu'on sait que vous utilisez le micro. Donc, ce n'est pas où vous passez qu'on va passer pour vous avoir. Ce que je dis est quoi? Oui, bon, donc pour éclairer les téléspectateurs qui nous suivent, Sonko est à l'origine du fait que Macky Sall ne peut pas se représenter aux élections. Et les représailles consistent à dire qu'il y a eu diffamation. Voilà par exemple ce que l'opinion retient. Alors, Emma, allez-y. Non, je pense que le cas Sonko, c'est un cas qui est très préoccupant en Afrique. Très délicat. Et qui renvoie un peu les hommes politiques africains un peu à de la retenue. Parce qu'il est jeune, et si vous ajoutez 5 ans ou 6 ans à son âge, peut-être qu'il ne sera même pas, il ne sera plus en tellement de vigueur pour affronter. Parce que quand l'autre va venir, quand quelqu'un va venir et qu'il a le temps de faire ses preuves, il va chercher à rempiler. Et donc ça renvoie encore à 10 ans ou 12 ans suivant le mandat sénégalais. Je pense que non, il faut savoir saisir la balle au bon, évoluer. Et si dans un premier temps, il y a une décision qui dit non, réintégrez-le, une deuxième décision qui dit réintégrez-le, et que dans une certaine célérité que je ne comprends pas, c'est ça en fait qui me donne un peu envie de parler aujourd'hui. Je ne sais pas comment la Cour suprême s'est hâtée rapidement parce que c'est Sonko et il faut l'abattre. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête un peu ces simagrées-là. Merci à chacun de vous. Direction à présent Niamey, chers téléspectateurs. Nous allons parler donc de cette main tendue du chef de l'État béninois Patrice Talon au sujet donc des activités portuaires. Il a tendu la main, mais elle semble être rejetée. Je vais commencer par vous, Collins. Oui, je vais dire les choses clairement comme j'ai l'habitude de le faire. Je pense que le général Tiani, je pense que le général, le mot est peut-être un peu fort, mais il est quelque peu dans les caprices. Et j'explique pourquoi. Comme on dit, les nations n'ont pas d'intérêt. La réalité aussi s'impose à tous. La réalité de la situation de la vie, la réalité de la situation des relations entre le Niger et le Bénin, ce sont des réalités qui dépassent le Niger, qui dépassent le Bénin. Ce sont des réalités qui s'imposent à tout le monde. Je veux dire de façon très concrète que le Niger, quelles que soient les sautes d'humeur du moment, ne peut pas se permettre d'utiliser un autre port que le port de Cotonou. Pas parce que Cotonou le veut, mais parce que ça, c'est la réalité du commerçant. Le commerçant, il va là où ça coûte le moins cher possible. Aujourd'hui, par une question d'orgueil et autre qu'on peut comprendre, cette question d'orgueil va durer un moment, mais après, la réalité va s'imposer à tous. C'est-à-dire que les commerçants vont recomprendre qu'il est dans leur intérêt, dans l'intérêt de leurs affaires, dans l'intérêt du Niger, du Bénin, de rétablir des relations hantées, de rétablir des relations avant la crise. Donc pour moi, comme je l'ai dit, c'est
comme ça existe même entre des amoureux, c'est une crise passagère, ce sont des caprices entre amoureux qui vont passer. C'est mon point de vue. Alors, avant de donner la parole à Eman et puis à Delphin, nous allons marquer une courte pause et revenir juste après. Voilà. Retour donc sur ce plateau après cette courte pause. Je vous donne à présent la parole. Eman Parfait Alain Bossou, une main tendue, mais qui semble être rejetée par la junte au pouvoir au Niger. Bon, alors quand on suit un peu ce point de presse, cette interview des opérateurs économiques nigériens, ils disent qu'ils ont plus de 1300 conteneurs au port et que quand ils ont voulu retirer les conteneurs après l'allègement des situations et tout, on a dit de payer des surestaries, alors que les surestaries ne sont pas de leur fait. Et qu'en temps normal, l'État béninois ou le port béninois devrait essayer de voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent, parce que de toute façon, et c'est ce que je reprends juste ce qu'ils ont dit, de toute façon, il y a des commerçants aujourd'hui nigériens qui sont déjà dans la faillite parce que leur conteneur a été maintenu au port de Cotonou et qu'ils préfèrent travailler avec le port autonome de Lomé. Moi, je l'élève là à ce niveau de petite situation. Oui, Faure Gnassingbé était toujours dans la CEDEAO, mais il a toujours travaillé un peu comme cette souris qui croque un peu, qui souffle et tout. Il a travaillé un peu à normaliser ses relations avec Niger parce qu'avant, c'était pas des relations au beau-fils. Parce que les Nigériens ont préféré le port de Cotonou comme étant, ils ont pris ça comme étant le port naturel. Donc ils ont tout travaillé. Donc c'est pour dire quoi? Que dans une situation donnée, il faut toujours savoir tirer, tirer profit de cette situation et ne pas... en fait, ça va tirer profit des situations, je préfère rester comme ça. Ensuite, secondo, il revient maintenant, pour ma part, au port de Cotonou, d'appeler les opérateurs économiques nigériens et de négocier avec eux. Si c'est des millions qu'il faut payer par rapport à ces surestaries-là, on peut toujours couper la poire en deux et leur dire, venez, on va trouver une formule pour que vous puissiez avoir, parce que justement, autant les Nigériens nous tiennent pour leur port naturel, autant nous aussi, nous avons intérêt à collaborer avec les Nigériens, parce que oui, ce sont des opérateurs économiques. Je me rappelle même il y a quelques années, l'ancien président Bouni a dû envoyer des opérateurs économiques d'ici pour aller à Niamey négocier avec ceux qui sont là-bas pour leur dire venez travailler avec nous. Donc je pense que dans une situation, c'est vrai, Tiani fait un peu preuve de caprice, mais je pense que comme l'a dit Collins, ils vont finir par ramener la balle à terre. Parce que le Bénin, c'est le Niger c'est le Bénin. Alors, Delphin, vous pensez que c'est toujours des caprices venant donc de la junte au pouvoir au Niger, ou ce sont des décisions dans lesquelles ils veulent rester, ces autorités-là veulent rester très fermes dans leur position? Vous savez, il y a un combat que j'aime pas trop, mais je regarde des fois, c'est le truc du catch. Quand vous passez la main, quand vous avez la main, vous tapez, vous faites ce que vous voulez, et que si l'adversaire n'arrive pas à vous terrasser, c'est que vous continuez toujours, vous passez la main encore à un proche qui tape sérieusement sur l'adversaire. C'est-à-dire, non, vous avez bien regardé le catch? Oui, non, quelques rares fois, quelques rares fois. J'aime pas trop, mais pas parce que c'est un peu violent, donc du coup, mais des fois, je regarde juste pour m'inspirer. Vous voyez, même si c'est caprice, les autorités actuelles, même si ce sont des jeunes ou je ne sais quoi, ont raison quand même de profiter sérieusement de ça, parce que on a bombé un tout petit peu les muscles pour dire que je ne veux pas développer beaucoup plus, sinon on risque de nous taguer d'autres choses après. Donc du coup, mais quand les décisions, comme on l'a dit ici, deviennent des décisions type où le Parlement dit il faut faire telle chose, la Cour de justice dit il faut faire telle chose, la conférence des présidents dit qu'il faut faire autre chose, et qu'on en vient, on a dit on va vous envoyer même telle chose pour installer du force, et que finalement ceux qui l'ont dit fait encore volte-face pour dire, donc du coup vous allez vous dire ok, si c'est ça, je ferai vraiment des caprices jusqu'au moment où j'aurai tout, parce que c'est normal, hein. Donc du coup moi je dis si c'est caprice, ils ont raison de le faire. Mais l'autre chose qui me dérange un tout petit peu, j'ai cherché tout à l'heure la décision du port sur mon téléphone, je ne l'ai pas parce que j'ai cru, en tout cas, sauf erreur de ma part, parce qu'on avait dit que c'est parce qu'il y avait engagement au niveau du port qu'on avait suspendu
l'importation, ou bien qu'on avait suspendu la libération des conteneurs, qu'aujourd'hui il y a de la place au port, c'est pour ça on autorise encore. Donc du coup, c'était comme si la décision d'interdiction d'importation des produits, en tout cas d'envoyer des produits vers le Niger, ce n'était pas à cause de la fermeture, ce n'était pas à cause de la décision de la CEDEAO. C'est comme si c'est que le port faisait des travaux, histoire de... Mais si c'est ça, et si c'est que vous dites dans vos courriers que vous faisiez des travaux, donc c'est à la suite de... Il fallait l'annoncer formellement et officiellement. Ils l'ont annoncé formellement, donc si c'est ça, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que ça vient de vous. Et si c'est ça, on ne peut pas laisser les gens en venir à dire il y a des surestaries, il y a des choses à payer. Non, on doit pouvoir quand même, et non seulement ça, même si c'est les travaux du port qui ont contribué à ça, ou si c'est une décision de la CEDEAO qui a vraiment contribué à ça, et que vous voulez vraiment ramener la balle à terre, mais il faut ramener vraiment la balle à terre, parce que quoi? Un importateur qui a son conteneur au port depuis tout ce temps, ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas de son fait. Donc du coup, on ne peut pas lui imputer sa notabilité, histoire de dire vous allez payer telle et telle chose. Et même si, même les importateurs ne le demandaient pas, le gouvernement ou les autorités de part et d'autre devraient tout au moins penser à ça pour normaliser. Parce qu'on est dans un jeu de normalisation, parce que c'était tendu. Et ça, aucune personne, qu'elle soit béninoise ou nigérienne, ne dira que ouais, qu'il n'y avait pas une tension. Il y avait une tension entre les deux États. Donc, on est en train de vouloir normaliser. Quand on veut normaliser, il faut faire les choses normales. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de faire les choses normales. Sinon, que le Togo se trouve être aujourd'hui la femme la plus aimée ou en vue par rapport. C'est quand même une situation qui a permis donc aux autorités du Niger. Cette situation souffrait que j'élabore un tout petit peu ce terrain, parce que, allez-y très rapidement. Parce que cette situation, c'est vrai que je l'ai dit, dans la gestion, il y a un plus fort, un plus élancé qui voit très loin, mais il y aura des petits en bas qui vont voir aussi. Donc il faut faire la somme de la vision haute et la vision basse, histoire de pouvoir savoir où on est en train d'aller, parce que le Togo ne s'est pas caché pour faire son affaire. Parce qu'au moment où on prenait la décision d'envoyer des choses, Fort recevait les gens, Fort faisait des visites, et l'accord ou la collaboration entre le port du Togo ou le Togo et le Niger ne s'est pas fait la nuit. La relation ne s'est pas faite la nuit pour qu'on dise qu'on n'avait pas vu venir. On a vu, même si nous ne faisons pas partie du service de renseignement, mais tout le monde l'a vu. Donc le service de renseignement a vu, les autorités ont vu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment anticiper sur ça? Parce qu'il y a des décisions de la CEDEAO que certains pays n'ont pas respectées. Je ne parle pas de nous, mais certains pays n'ont pas respectées. Donc ça veut dire mais que si pourquoi le nous Niger... prenons si temps à respecter cette décision, mais une décision qui va en notre défaveur? Justement. Eman, vous voulez compléter quelque chose? Non, on dit simplement que souhaiter plutôt que les relations se normalisent entre le Bénin et le Niger, parce que vous imaginez combien de Nigériens il y a. Non, mais pas souhaiter, mais faisons. Et combien? Oui, c'est notre choix. Parce que là, autant ne pas forcer la main à Tiani et à ces éléments de venir communier avec le Bénin, autant ne pas forcer la main aux Béninois de plutôt demander aux Béninois de changer de stratégie aussi, de voir comment ils s'arrangent. Le chef d'État l'a d'ailleurs dit au cours de son message à la nation, et dit que discrètement ils échangent des messages, et que c'est pas parce qu'il est lié personnellement, c'est parce qu'il a des liens personnels avec Bazoum qu'il le fait, et qu'il a désormais pris la décision. Je pense qu'il revient à Bazoum également de revoir désormais sa copie et de savoir que le Bénin c'est le Bénin, et le Niger. Bazoum a encore une décision? Oui, ça dépendra en fait. C'est qu'aujourd'hui c'est comment il fait pour que les opérateurs économiques n'ajoutent pas un peu de l'huile au feu, parce que oui, il faut toujours travailler à ce que les relations entre le Bénin et le Niger se normalisent, c'est ce que j'ai à dire. Collins? Delphin a évoqué un pays voisin, et ça m'oblige à rappeler un certain nombre de situations. Le Bénin est une démocratie, c'est un fait. Vous comprenez mon allusion? J'essaie là de dire que si c'était à refaire, le Bénin n'aurait pas d'autre choix en tant que démocratie de condamner le coup d'État au Niger. C'est un autre fait. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et donc, oui, la façon, la manière, cela peut déranger. Mais la réalité reste qu'un État démocratique de la qualité du Bénin n'a pas d'autre choix que de condamner ce qui s'est passé au Niger.
Il faut faire cette précision pour revenir à l'évolution de la situation. La vie, les relations internationales, c'est le rapport de force. Il y a un rapport de force qui s'est établi et qui impose de nouvelles situations. Ça ne remet pas en cause tout ce qui a été fait. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que s'il y avait coup d'État demain au Niger ou n'importe où ailleurs, le Bénin, en sa qualité de pays démocratique, allait le condamner. Peut-être avec la même fermeté. Et donc, il n'y a pas de mea culpa à se faire. Il y a juste à constater que la situation est passée par un pourrissement, mais qu'aujourd'hui, c'est un peu comme une femme qui découvre que son homme trompe, fait des caprices, mais on sait que le temps va finir par jouer sur ce que j'appelle justement vraiment des caprices de co-épouse et que la situation va revenir à la normale parce que les pays n'ont pas de choix. Le Bénin, c'est un pays c'est une démocratie. Voilà, un pays de démocratie et tout. Par contre, le pays dont vous faites allusion n'est peut-être pas assez... Le Niger, par exemple, très objectivement, ne peut pas reprocher au Bénin d'avoir condamné un coup d'État. Merci à chacun de vous. Le temps passe. Une seconde. Oui, condamner un coup d'État, ça c'est unanime. Personne n'est contre ça. Voilà. Mais quand vous parlez de condamner... C'est le péché principal du Bénin dans cette situation. C'est son péché principal. Non, janvier. Si c'est la condamnation, même tous les pays ont condamné ce coup d'État. Pas celui dont on a parlé. Aucun pays n'a applaudi officiellement ce coup d'État. Non, laissez-moi citer. Quand on a tué le journaliste Khashoggi, les États-Unis ont dénoncé ce qui s'était passé, mais on dit quoi? Que nous n'allons pas rompre nos accords économiques parce qu'on a tué quelqu'un. Est-ce que nous sommes plus démocratiques que les États-Unis? Non, je n'ai pas fini. Le Niger. Je pourrais aussi prendre l'exemple de la Russie pour dire que les États-Unis ont coupé toutes les relations. Merci. Les États-Unis ont dénoncé le coup d'État au Nigeria. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis à nommer un ambassadeur qui a pris service au moment où... Vous voulez parler du Niger plutôt? Au Niger. Au Niger? Oui, au Niger. Ah, j'ai dit Nigeria. Excusez-moi. Les États-Unis ont dénoncé le coup d'État, mais pourtant, ça ne les a pas empêchés de nommer un ambassadeur qui a pris service au moment où... Merci Delphin. Nous allons passer à présent à un autre sujet. On parle évidemment donc du Bénin. Nous allons rentrer au Bénin actuellement. Nous allons parler donc de cette actualité qui fait la une des journaux dans le pays, la révision de la Constitution. Je vais commencer par vous, Eman Parfait, Ania Bossou. Une révision de Constitution, est-ce une urgence aujourd'hui dans le pays? Seuls les initiateurs de cette révision savent vraiment pourquoi ils pensent qu'on doit réviser la Constitution. À l'état actuel des débats, on ne peut pas encore dire clairement ce qu'ils veulent toiletter dans ce test fondamental-là. C'est vrai, ceux qui ne partagent pas cette révision font un peu le lien entre ce qui s'est passé depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui et constatent que la Constitution peut être révisée deux fois en un laps de temps. Mais je relève essentiellement que s'il y a des points s'il y a des failles dans la Constitution qui mettent à mal le système, soit le système partisan, soit le développement du pays. Je fais partie de ceux qui pensent effectivement qu'il y a des institutions dans le pays qu'il faut simplement supprimer. Ça, je suis sincère. Et ça, je le dis. Je parle de la Cour de justice, par exemple. Pour moi, ça ne sert absolument à rien. Pour moi, ça ne sert pas. Ça ne sert pas, c'est juste là pour pouvoir... Il y a d'autres choses qu'il faut essayer de voir. On peut essayer d'alléger, ou alors la Cour de justice existe, mais la manière de la saisir, la manière d'être portée devant cette Cour doit être un peu diluée ou délayée pour pas qu'on alourdisse la procédure au point où... Depuis qu'on a créé cette Cour-là, on n'a pas encore vu un seul individu se pointer devant cette Cour pour être jugé et pourtant, ce n'est pas des trucs qui manquent dans le pays. Donc, oui, ce débat fait, je pense qu'on va attendre d'abord qu'on donne le contenu de ce que c'est, cette révision-là, ce que ça propose comme toilettage de cette constitution. Et on pourra faire le débat sur les éléments essentiels de cette révision. Collins? J'ai presque eu envie de chanter. Aller dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent mon nom dans leurs histoires, ils allument le feu, ils attisent. J'ai le sentiment que c'est un peu ce qui est en train de se passer, parce que sur un sujet aussi délicat que celui de la révision de la Constitution, comme Eman le disait, on n'a pas le contenu, mais on a des personnes qui sont déjà vent debout
comme si on attendait une occasion pour sauter. Voilà, une occasion pour envoyer les enfants dans la rue, disons les choses clairement. J'ai vu des réactions autour d'un sujet qui n'existe pas encore et je me suis demandé qu'en sera-t-il quand le sujet existera vraiment. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut discuter du contenu de la révision. Il n'y a pas de débat qui ne se font pas. Supposons, par exemple, pour parler comme Herman, que finalement la révision ce soit pour un certain nombre d'institutions. Il faut apprécier le projet sur ce que le projet propose. Donc pour le moment, c'est un peu presque irresponsable d'avoir des réactions que l'on observe. On conteste ce qu'on ne connaît pas. Moi, je trouve que ça met les populations dans un état d'esprit dont le pays n'a pas besoin. Il faut qu'on ait le courage de faire de vrais débats. Et faire le vrai débat, c'est attendre que le débat arrive. Donc, je pense qu'on va un peu trop vite en besogne sur le sujet. Alors, Delphin? Ouais, c'est délicat. Moi, je trouve le sujet sur 3 points. C'est-à-dire quoi? C'est vrai que nous sommes dans un système où vous allez peut-être chuchoter dans votre chambre, puis ça va sortir sur les réseaux sociaux, et peut-être que tout ce que vous avez développé, on n'a pas pris tout, on a juste pris une portion, et qu'on développe, et qui peut peut-être susciter des polémiques. Je le dis simplement parce que je n'ai pas eu l'intégralité du discours du PN, c'est-à-dire du président de l'Assemblée nationale, pour voir, parce que j'ai entendu juste dans une portion refonte générale. Refonte générale de quoi? Refonte générale, est-ce que c'est de la Constitution? Est-ce que c'est du code électoral? Est-ce que c'est de la charte des partis politiques? Ou c'est de tout? Donc du coup, ça c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut avoir l'intégralité? Si on a l'intégralité, ça va nous éclairer beaucoup plus. Mais le second point, vous savez qu'en 2019, novembre 2019, la révision qui a été faite, on a dit que c'est une assemblée monocolore, c'est-à-dire que c'est rien que des partisans du chef de l'État qui avaient travaillé à ça. Donc il y a un camp qui estime et n'a pas participé à ça. Donc du coup, se dit c'est une révision pour eux. Nous n'avons pas contribué opportuniste ou bien donc c'est comme si ce n'est pas la constitution du peuple. Mais dès que le sujet on l'a amené maintenant, vous avez vu qui sont les premiers à s'opposer à ça, à refuser à ça. On vous court une chemise, vous dites ça m'a serré, non, ça ce n'est pas ce que on dit, bon, ok, on va élargir, vous dites non, on ne veut pas élargir, vous quoi? Vous validez de facto la chemise cousue. Moi je dis c'est une validation indirecte de la constitution. C'est une manière pour le pouvoir en place de demander aux démocrates, à l'opposition, de participer également à la révision de la Constitution, vous voulez dire? Non, je ne dis pas qui est en train d'œuvrer pour que cela soit. Je ne dis pas si c'est le pouvoir en place, si c'est l'Assemblée nationale, ou si c'est le président, ou si c'est l'opinion publique pour amener. Parce que, vous savez, politiquement, stratégique, tout est possible. Et les politiciens ont plusieurs tours dans leur sac. Laissez-moi chuter. Donc, mon deuxième point, c'est peut-être que c'est une validation indirecte. Parce que si vous opposez à ça, donc vous dites que ce qui est fait, eh bien, parce que vous dites que ce n'est pas bien, on dit qu'on veut changer, vous dites on ne veut pas changer, ça veut dire que vous êtes finalement d'accord sur ça. Ça, c'est le premier. Le second point, c'est vraiment reviser la Constitution. Sur lequel vous allez chuter voilà, c'est pour ça que le troisième et le dernier. Oui. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, personne ne nous a dit le problème technique qu'il y a, personne ne nous a dit le sujet sur lequel on veut reviser, parce que cela soit la haute cour de la justice ou que cela soit même la composition de la cour constitutionnelle. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on constate les failles, qu'on constate les défaillances. En 2017, le projet qui a été soumis à l'Assemblée en 2017, c'était un projet merveilleux. Mais ça a été déjà dit dans ça, mais ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été validé. Mais la révision de 2019 n'a pas repris ça. Est-ce que c'est ça là qui va faire maintenant que une fille qu'on a gardée vierge pendant 30 ans, qu'on a dit qu'on a déviergé jusqu'à 30 ans, qu'on veut l'ouvrir totalement, est-ce que c'est ça? Point d'interrogation, mais la seule chose est que... Vous rentrez encore dans le développement. Alors, vous étiez dans la chute. Alors, je vais permettre à Herman de se prononcer rapidement et de rebondir en même temps sur la proposition de loi de l'opposition. La loi d'amnistie, vous voulez dire? La loi d'amnistie. Oui, voilà. Alors très rapidement pour dire que plutôt que de préparer les jeunes à une sorte de violence, de rébellion, il vaut mieux attendre d'abord qu'on ait entre nos mains
les tests, en fait, la nouvelle mouture qu'on propose de ce. Est-ce que, comme l'a dit Delphin, est-ce que c'est un retour à ce qui a été posé en 2017 et qui n'a pas été totalement pris en compte à la révision 2019? Si c'est un retour à ça, faisons le débat et là on saura, puisque là désormais les démocrates sont au Parlement et pourront parler, pourront exprimer leur désamour. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les démocrates, en fait, pour les opposants, de vite voir en réalité ce qui veut se passer? Non, ce qu'il faut travailler plutôt dans ce sens à faire, c'est travailler à ce que des jeunes, déjà le pays se développe, c'est travailler plutôt à ce que des jeunes puissent aller travailler, puissent contribuer au développement de leur pays plutôt que de les réunir pour leur dire ce qui ne va pas, pour leur dire ce qui ne les arrange pas. Cette jeunesse qu'on instrumentalise là, il faut qu'on en finisse avec, que les jeunes aillent travailler plutôt que d'être appelés pour des situations. Pour en venir maintenant à la loi d'amnistie très rapidement, oui, la loi, les travaux en commission, on dit non, on ne peut pas le faire parce que justement, il y en a qui pensent que pour des gens qui ont cette expérience de législature, qui proposent ce test-là, cette monture de test-là, il y en a qui pensent que ça ne fait pas honneur, à ceux qui ont posé le test et donc ils ont rejeté ça à leur niveau. Maintenant, ça n'engage pas encore la plénière. La plénière peut revenir et dire, revoyez-nous telle disposition, revoyez telle, et après, ils pourront faire les débats. Malheureusement, il se fait que les débats qu'ils font en commission ne sont pas des débats qu'on peut porter sur le terrain public, mais ce qu'on a entendu, c'est dire que le test n'a pas été de bonne facture et qu'il faut revoir le test pour des gens qui ont au moins 5-6 législatures dans leur culotte. Alors, Collins? Oui, je vais faire comme Delphin, prendre un parallèle, les États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, actuellement, on a le parti au pouvoir de Joe Biden qui veut à tout prix continuer d'aider l'Ukraine. On a le parti républicain qui ne veut pas du tout, mais qui dit, bon d'accord, comme vous voulez aider l'Ukraine, faites-nous une bonne loi sur l'immigration. Vous nous donnez un peu, on vous donne un peu. J'essaie de dire quoi? On a aujourd'hui des démocrates qui ont une loi, la loi sur l'amnistie qui porte. Il semble que c'est une loi qui leur tient à cœur. On a de l'autre côté la mouvance au pouvoir. De dire il semble. On a de l'autre côté la mouvance au pouvoir qui a un projet autour de la Constitution. Il semble que ça lui porte à cœur pour être équilibriste. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire comme dans des grandes démocraties et dire faisons des concessions? On fait des concessions. Regardez bien dans ma loi sur l'amnistie et j'accepte de regarder dans votre projet. C'est un débat qui, de mon point de vue, est possible. Parce qu'il ne faut pas... Dans le même temps, est-ce qu'il ne peut pas avoir aussi un autre jeu de dupes? Parce que nous sommes en politique, justement. Oui, nous sommes en politique. Si on voulait faire un jeu de dupes, je dirais, on ne peut pas être contre la révision de la Constitution actuelle. Je parle de la forme. Pourquoi? Parce que la Constitution actuelle a été une Constitution contestée par ceux qui sont actuellement contre la révision. Donc, si moi j'étais de ce bord-là, de ceux qui sont contre la révision aujourd'hui, je ne peux pas m'opposer à la révision d'un texte qui ne m'a pas plu. Moi, j'aurais plutôt attendu, je fais de la consultation gratuite, je me serais plutôt attendu à ce que les démocrates disent oui pour la révision de la Constitution, mais à condition qu'on revienne à la Constitution de 1990. Par exemple, j'ai dit c'est de la consultation gratuite, mais après, si c'est tarifé, je ne refuse pas. Donc, il y a moyen aujourd'hui à faire un vrai débat et non rester sur des positions radicales, sur des positions qui ne peuvent déboucher que vers des situations que l'on ne souhaite pas. Je dis, je me résume, il y a matière à négocier. On sait aujourd'hui ce que l'opposition veut. Par tous les moyens, on sait ce que le pouvoir veut par tous les moyens, qu'il cherche un juste milieu. Alors, on a encore plus une minute. Oui, j'ai aimé l'utilisation du terme « il semble », parce que justement, pour des gens qui souhaitent qu'on amnistie certaines personnes qui sont poursuivies pour des faits électoraux, qui proposent d'abord un test dont la forme et le fond prêtent un peu à équivoque. On se demande s'ils veulent vraiment que ceux qui sont détenus soient libérés. Parce qu'il y en a il y a une lecture qui postule que si ceux-là sont libérés, ça ferait ombrage à ceux qui sont dans ce moment. Parce qu'ils ne voudraient quand même pas. Vous n'allez pas me demander de scier la branche sur laquelle je suis confortablement assis. Non, pas du tout. Donc, c'est un souci là. Et comme l'a dit Collins, si c'est des concessions à faire, oui, donnez-nous la loi d'amnistie, nous allons vous aider. Parce que, oui, effectivement, pour réviser la Constitution, on dit il y a la majorité des 4/5e, des 3 quarts, tout ça va être joué. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a qu'à
ce que je souhaite, c'est qu'il nous propose des tests, le contenu du test, et le peuple avisera aussi. Voilà. Alors, vous avez quelques secondes, Delphin. Oui, je prendrai les quelques secondes pour dire, je suis quand même content qu'il ait confirmé ce que je viens de dire. En tout cas, qu'il ait soutenu un peu ce que je viens de dire. Parce que si vous étiez contre, on dit on veut changer et que vous devenez encore contre, ça veut dire que vous validez. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire parce que la loi, leur projet d'amnistie, leur projet de loi, la proposition a été déjà rejetée en commission. Ça veut dire que ça a été déjà rejeté. Et ils ont dit qu'ils vont revenir autant de fois qu'ils peuvent. Donc ils vont revenir. Non, rejeter en commission n'engage pas la plénière. La plénière peut décider d'étudier la loi. Donc c'est pourquoi on ne peut pas déjà parler de rejet. Oui, mais quand c'est rejeté en commission, est-ce que ça va venir même la procédure au Parlement dit que même quand... Non, ça ne pourra plus revenir en plénière. Quand c'est rejeté en commission, c'est que ça ne vient ça n'ira pas en plénière. En tout cas, bon, on attend de voir. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il faut pas, on se braque pour rien. Parce que j'ai envie d'utiliser un mot, mais comme on est sur un plateau, je ne dirais pas, sinon je dirais on est en train de se masturber le cerveau. Ça dit quoi? Parce que, tu ne l'as pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire quoi? Vous avez dit quoi? On n'a pas non plus attendu. Le cerveau, non, c'est pour dire quoi? À la date d'aujourd'hui, s'il faut faire une révision de la Constitution, que cela soit le 3/4, que cela soit le 4/5e, c'est que les démocrates seront impérativement associés. Puisque si, et là encore, il faut que l'intégrité, il faut que l'unanimité soit faite d'abord au sein de la majorité, c'est-à-dire les 81 députés de la majorité soient tous d'accord et qu'il y ait quand même des gens, des démocrates qui accompagnent le projet. Si ce n'est pas ça, c'est que le 3/4 a déjà des problèmes et que les 4/5e se trouvent être déjà en difficulté. C'est pour ça que moi je dis, on se braque pour rien parce qu'à la date d'aujourd'hui, même si on ne jase pas, le projet ne pourra pas passer si tout le monde n'y participe pas. Mais pourquoi on se braque? C'est pour ça que moi je dis, c'est juste un ballon d'essai, histoire de confirmer. Merci à vous, merci à vous Delphin. Nous allons passer donc au dernier sujet avant la deuxième rubrique de cette émission. Nous allons parler culture, nous avons 2 minutes, pas plus. Nous avons 2 minutes culture, nous allons parler donc de la célébration du Vodou Days. Le programme étant donc dévoilé désormais, on sait à quoi on doit s'attendre, mais il y a également beaucoup de surprises. Delphin. Oui, il y a beaucoup de surprises, mais moi je commence par me retrouver, me reconnaître, être vraiment un Béninois parce que chez moi on dit l'oiseau grandit dans son plumage. C'est-à-dire si vous laissez... Vous reprenez là notre cher ami, professeur Roger Boyonvi. Voilà. Donc si vous laissez tout ce qui vous est, tout ce qui vous a fait, et que vous faites ce qui ne vous a pas fait ou ce qui ont fait les autres, c'est que vous faites les autres. Mais il faut se faire. Alors, je pense que cette célébration culturelle, je pense que c'est un truc merveilleux et que l'on doit accompagner, histoire de dire, nous étions quelque chose avant les autres. Donc, retrouvons ce que nous étions pour voir si on ne fera pas... À quoi cela pourra retourner. Voilà. Alors, Emmanuel Fafer-Nemboussou. Oui, vous nous dites, vous savez que moi, je suis partisan de la religion. C'est vous qui le dites officiellement même. Oui, je ne suis pas dans les bling-bling. Je suis dans ça, je suis né dans ça, et je suis encore dans ça. Donc, oui, pour dire que c'est bien que le gouvernement ait décidé de porter cette initiative-là aujourd'hui. Si vous allez à Ouida et que vous n'avez pas une maison, vous êtes difficile aujourd'hui de dormir à Ouida. Parce que tout ce qu'il y a comme hôtel, tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Moi qui croyais y aller demain. Y compris même les maisons, il y en a même qui vont dans des maisons pour demander si vous avez des chambres à louer. Voilà. Donc je pense que ça prend. Et pour des initiatives comme ça, nous on est preneurs, on est d'accord pour ça. Donc, vous pourrez dormir chez moi, oui, à Ouida, il y a des gens qui sont là. On peut passer la nuit. Officiellement, le DTV nous invite. Le programme est bien connu. 9 et 10 janvier, il y a le TOFA qui sera fait à Ouida. Il y a une démonstration, il y a un parcours à faire et que tout. Non, honnêtement, comme il a dit, je suis fier de ce que le Bénin est en termes de Vodou Days, il faut y être. Naturellement et obligatoire. Pas plus que ça. Ça aussi, c'est une publicité. Bien que vous soyez le DTV, vous risquez de prendre par le service commercial. Allez-y, commercial. Oui, tout a déjà été dit. Il ne me reste plus qu'à inventer un sujet autour du Vodou Days. Vous connaissez le vaudou au Cameroun aussi? Par exemple,
Comment? Par exemple... Effectivement. J'allais dire, pour ne pas perdre le fil de mes idées, qu'il y a par exemple une polémique, les populations qui ne comprenaient pas que pour célébrer justement le vaudou, qu'on fasse appel à Kofi Olomide, à Yemi Alade. J'ai voulu partager une réflexion qui consiste à dire que ce gouvernement, il n'a jamais caché sa volonté de révéler le Bénin à lui-même et au reste du monde. Il y a cet aspect-là. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé d'ingénieux, c'est d'avoir constaté que le patrimoine matériel, immatériel, culturel du Bénin est une source de promotion du tourisme, un tourisme made in Bénin. Donc, il faut que les populations commencent aussi à voir dans le Vodou Days une volonté manifeste du gouvernement d'attirer les touristes du monde entier vers le Bénin. Et Eman vient de le confirmer, il n'y a plus de maisons aujourd'hui actuellement disponibles à Ouida. C'est exactement ce que le président de la République souhaite, que pendant de telles périodes, que le tourisme soit... Il y a des pays qui ont réussi à se développer sur la base du tourisme. C'est une source incroyable de rentrée de devises étrangères. Et donc, pour finir sur le vaudou, j'y serai, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Si vous ne le saviez pas, je suis béninois et je suis fier de l'être. Je le dis sur un plateau de télévision. Oui. Oh là, j'avais dit le contraire. Alors, vivement que le 9 aussi soit férié. C'est en cela que je dis. Vous souhaitez cela? Non, c'est pas évident. Et c'est en cela que je dis, les Béninois devraient quand même essayer de savoir tirer profit de ces initiatives-là. Si on était des jeunes porteurs de l'initiative des camping-cars, par exemple, aujourd'hui, à Ouida, ça marche. C'est une bonne occasion. Les tentes qu'on peut louer rapidement. C'est une très belle occasion. Malheureusement, on est tous là, dormis, on attend. Il faut voir le volet, le volet qui arrange le plus. Voilà, malheureusement. Il faut s'attendre à ce que pendant les 2 jours de Vodou Day, Eman fasse venir toute la famille à Cotonou parce qu'il veut utiliser la maison à des fins locatives, par exemple. Donc, voilà. Merci à chacun, merci à tous. Nous allons passer donc à la deuxième rubrique de cette émission très rapidement. C'est bien sûr Info Show, c'est la chronique. À présent, on revient. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, fidèles de cette émission, aujourd'hui nous allons partager avec vous le contenu d'une lettre ouverte que Sévérin a envoyée à certains de ses amis. Voici ce qu'il leur dit. Chers compatriotes, hier encore j'étais exilé comme vous. Aujourd'hui je suis de retour au bercail et vous toujours en exil. Comme vous pouvez l'imaginer, ma situation actuelle me comble de joie, autant que votre situation actuelle me remplit de désespoir. De tout cœur, je vous souhaite de connaître, comme ce fut récemment mon cas, la voie du retour au pays natal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous envoie cette correspondance pour vous suggérer de retourner au pays, pour vous proposer quelques postures et pistes à emprunter afin d'y parvenir. Mais avant, permettez-moi de vous présenter brièvement ce que ce pays est devenu pendant les quelques années d'exil que nous avons partagées. Le jour de mon retour, une fois que l'avion avait atterri, j'étais tellement impatient de retrouver les miens que j'avais été parmi les premiers à finir les procédures de débarquement. Une fois sur le parvis de l'aéroport, j'avais regardé autour de moi et je m'étais effondré sur mon chariot à bagages et je m'étais mis à rouspéter. J'en ai marre de l'Europe. J'ai dit je voulais retourner chez moi. Et quel que soit ce pays européen dans lequel vous venez de me débarquer, je n'en veux pas. Je veux retourner chez moi. Et c'est alors qu'une hôtesse m'avait pris par les bras, m'avait aidé à retrouver mon équilibre et m'avait dit, mais monsieur, vous n'êtes pas en Europe, ici c'est le Bénin. J'avais de nouveau regardé autour de moi, tout était nouveau, tout était beau. Et des voix familières m'avaient définitivement convaincu que j'étais effectivement au Bénin. Chers compagnons d'exil,
L'aéroport de Kadjiroun n'a plus rien de son aspect de gare routière de l'époque. En sortant de l'aéroport, en tournant autour de Bioguera sur son cheval, la verdure environnante, la luminosité des lieux, je me suis sentie fière de mon pays comme jamais auparavant. À la délégation qui était venue m'accueillir à l'aéroport, j'ai réclamé d'être conduit à la place de l'Amazone. Cette place qui a inspiré tant de colibets lors de nos discussions entre compagnons des îles. Je la découvrais enfin, gigantesque, majestueuse, merveilleuse. Chez Compagnons des îles, vous ne verrez qu'un alignement de mots. Et puis, un jour, vous vous retrouvez au pied de l'Amazone et vous tomberez vous aussi sous le charme de l'Amazone, je vous le promets. Attention, je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que tout le monde ici applaudit tout ce qui se fait, loin de là. Il y a des mécontents, je le reconnais. Tenez, les vulcanisateurs et les mécaniciens en général, ils disent qu'avec l'asphaltage un peu partout, les véhicules sont mieux entretenus. Ce qui fait qu'ils sont moins sollicités que par le passé pour les réparations de roues et autres. Et il y a d'autres raisons de mécontentement. Mais on ne va pas se mentir. J'ai pris un plaisir inouï à retrouver le goût de Talé, à Tatevi, d'autres. Il n'y a rien de comparable dans le reste du monde. Rien que pour ça, compagnons des îles, je vous dis ceci, rentrez au pays. Comment, me direz-vous? Je vous réponds. Faites comme moi, prenez contact avec les autorités du pays, dites-leur ceci. Je reconnais mes torts dans ce que je vis. Je suis prêt à payer mes dettes, mais s'il vous plaît, je veux retourner chez moi. Alors, les négociations vont démarrer, de discussion en discussion, jouer la carte de l'humilité, du reconverti, du repenti. Et vous verrez, vous aussi, vous finirez par retrouver le chemin d'un plat d'agou succulent comme celui que je digère au moment où je rédige cette missive. Qu'on ne nous trompe pas. Le pays est tout. Et si je vous ai écrit, c'est pour vous adresser ce message, chers compagnons des îles. Votre retour dans votre pays dépend d'abord de vous. Si vous m'avez compris, je vous espère chez moi à Ouida, autour de quelques talopémies de Sodabi. À très vite, votre ancien compagnon des îles, Sévérin. Retour donc sur ce plateau. Vous avez eu le temps de suivre donc la diva tout à l'heure qui nous présentait la chronique. Je vais commencer par vous, collègues, parce que tout à l'heure, vous voyez remuer la tête. Allez. J'aime surtout l'énergie qu'elle met dans, je vais dire, le report speech de Nous cette avons une lettre. minute chacun. Et j'aime surtout le ton aussi. J'aime l'énergie, l'engouement. On dirait presque qu'elle est l'avocate des exilés candidats au retour, candidats pour un retour au pays natal. Elle le fait tellement bien que bon, voilà, on a juste envie, on a juste à souhaiter qu'ils écoutent son message et qu'ils décident après. Qu'ils décident après. Alors, Eman? Oui, plat d'agons succulent. C'est vrai, c'est un bon plat. Peut-être que tout à l'heure. Allez également à Ouida prendre son talopémie. Oui, prendre son talopémie. Et notre cher Ouida? Notre salade à Ouida, c'est la pâte avec Wesso Sinja. Voilà, c'est le plat. Voilà. Et donc, oui, c'est bien, c'est vrai, elle porte la voix, elle porte très bien la voix. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est compagnon d'exil. C'est une expression qui va j'ai d'ailleurs noté ça. Et donc voilà, c'est un message à entendre et même à méditer. Voilà. D'accord. Delphin?
Oui, il faut dire, moi j'ai retenu 2 ou 3 choses de sa chronique. C'est vrai qu'il y a un passage biblique, mais je ne sais pas les mots justes, mais je vais juste le dire à ma façon. On dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut voilà, et qu'il cesse de pécher. Donc, quand on dit repentir, c'est reconnaître son tort et aller demander pardon, parce qu'on ne vous pardonnera pas si vous n'en demandez pas. Donc s'il y a des gens qui se disent oui, on a eu des difficultés, mais reconnaissons quand même qu'on a eu des difficultés, et puis donc du coup demander qu'ils acceptent. Alors aucun père ne donnera du serpent à son fils qui lui a demandé du poisson. Là également c'est de la Bible. Et ne lui donnera de l'acide en lieu et place de l'eau. Merci. Donc j'ai pas fini, vous avez dit 1 minute. Après c'est pour dire que le bonheur des uns peut faire le malheur des autres, parce que quand on fabrique les routes et qui profitent aux gens véhiculés, c'est-à-dire les gens qui ont une voiture, d'avoir leur amortisseur en forme ou leur roulement qui ne se casse plus ou que les pneus ne se creux plus, et que les mécaniciens sont privés aussi. Les mécaniciens sont privés. Donc du coup, le conflit profite à certains et la paix profite aussi à d'autres. Merci à chacun de vous. Troisième rubrique à présent, haut et court. Nous allons distribuer les cartons et c'est juste après ceci. Nous allons distribuer à présent les cartons. Vous les avez déjà en main. Je vais commencer par vous, Delphin. Ouais. Mon premier carton rouge au pape pour sa sortie. Si c'est une sortie travaillée, c'est que c'est peut-être pas bien travaillé et qu'il faut revoir ça ou qu'il faut savoir le faire parce que nous croyons en la parole biblique. Donc il faut que la parole biblique soit vraiment la parole à laquelle on doit croire. Carton rouge au pape François. Carton jaune aux autorités sénégalaises. Que ça se passe dans la paix. Que si c'est qu'il faut valider la candidature de Sonko pour avoir la paix, rien ne peut nous coûter plus que la paix. Donc, il faut laisser les tensions inutiles et faire ce qu'il faut faire pour que le pays avance. Préserver la paix. Nous ne voulons plus ça en Afrique. Carton blanc aux autorités ou au peuple béninois pour l'organisation du Rodon Day parce qu'il faut que nous soyons nous-mêmes. Alors j'invite tout le monde à faire le déplacement. Eman a suffisamment de place pour déjà accueillir ceux qui sont sur ce plateau, mais il y en reste encore pour d'autres, donc que les gens commencent par se manifester auprès de Eman pour l'évolution de notre pays. Merci. Carton rouge. Le carton rouge, je le donne à l'opposition béninoise. Je parle plus précisément des démocrates qui... Ils sont d'ailleurs les seuls. Non, il y a officiellement à l'Assemblée. À l'Assemblée, voilà. Donc, carton rouge aux démocrates et carton rouge également à ceux qui ont essayé de sortir les propos de Louis Blavonon, les propos de leur conteste. Parce que justement, il ne faut pas instrumentaliser les jeunes. Et il faut plutôt travailler à ce que les jeunes puissent gagner de l'emploi, que les jeunes puissent travailler à contribuer au développement de leur pays. Parce qu'on en a besoin en ce moment, on n'a pas besoin d'invectives, on n'a pas besoin d'appeler des gens ou d'inciter des gens à une certaine rébellion. Attendons d'aller vers le vrai débat, les débats qui sont devant nous, et après on pourra aviser. Carton jaune aux autorités nigériennes. Parce qu'il faut quand même essayer de voir certaines choses. Ça va passer, ça aussi ça passera. Hein? La situation aujourd'hui au Niger va connaître forcément un dégel et tout. Et après, il faut qu'on puisse se regarder droit dans les yeux, se dire oui, nous sommes des peuples voisins, nous sommes des peuples frères, des peuples amis et tout. Et ce n'est pas la peine de chercher à trop tirer, il vaut mieux aller vers des concessions pour qu'on puisse ramener très vite la paix entre les deux pays, entre le Bénin et puis le Niger. Wow. Carton blanc à tous ceux qui ont concouru à ce que Vodun Days effectivement puisse avoir lieu. Parce que franchement, ce qui se fait du ministre Jean-Michel Abimbola aux autorités de la NPT, je veux nommer le chef projet, M. Adjoyon, Mono, M. Slas, tout cela on travaille à ce que Vodun Days soit ce que c'est aujourd'hui. Et il reste maintenant à mes frères de Ouida d'y participer activement pour qu'on ne dise pas qu'on a organisé tout et qu'on ne nous a pas vus à leur côté. Encore moins vous. Oui, voilà. Encore moins vous. Moi, je suis déjà là-bas. Justement. Je suis là-bas déjà. Merci. Eh bien, tout a déjà été dit.
Je vais adresser mon carton rouge, je vais dire aux porteurs de la loi sur l'amnistie. Parce que je pense que quand on veut véritablement quelque chose, on s'en donne les moyens. Je n'ai pas le sentiment que ceux qui portent cette loi, comme Emma l'a dit sur ce plateau, veulent vraiment que leurs camarades, c'est comme ça qu'ils disent en politique, ils veulent vraiment voir leurs camarades retrouver leur liberté. Parce qu'on est là sur le champ de la politique, et comme quelqu'un l'a dit, la politique c'est la ruse, la politique c'est la rage, la politique c'est, on va dire, la fin justifie les moyens. Si votre fin c'est la loi, si votre fin c'est que vos compagnons recouvrent la liberté, vous en avez les moyens. Je n'ai pas le sentiment que vous utilisez toutes vos cartes, dont mon carton rouge. Je vais adresser mon carton jaune, on va dire, à l'Église catholique en général, qui embarque le reste du monde dans un débat qui ne le concerne pas. C'est un débat interne à l'Église catholique. Je souhaite que cette Église se regarde en face, qu'elle regarde les problèmes de pédophilie qui ont ravagé cette Église, qu'elle regarde le problème des mariages des prêtres qui continuent de ravager cette Église, qu'elle regarde la dernière déclaration du pape et qu'elle ose reconnaître qu'aujourd'hui, il est temps que l'Église catholique fasse sa mue. On est dans un monde qui avance. L'Église ne peut pas avancer à reculons. Donc, carton jaune à l'Église catholique. Et naturellement, on ne le dira jamais assez, carton blanc aux organisateurs du Vodou Days, parce que voilà un événement qui va faire, par exemple, de Ouida, la capitale du monde culturel, spirituel. Voilà un événement qui va permettre au monde entier de découvrir la richesse touristique du Bénin. On est allé plusieurs fois à Ouida, on sait à quoi les populations qui viennent de l'extérieur s'attendent. On espère que les Ouidaniens vont réserver un accueil particulièrement favorable. Notre DTV nous a dit ici qu'il accueille à bras ouverts. Merci donc aux organisateurs pour cet événement de brassage culturel qui va permettre vraiment au tourisme de reprendre son envol. Merci. Merci à chacun de vous. Merci à vous, Delphin. Merci également à vous, Eman. Merci à vous, Collins. Merci à chacun et à tous. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin donc de ce numéro de votre émission Vice Versa. On dit également un grand merci et bonne reprise à toute l'équipe technique qui nous accompagne l'année dernière et cette année reprend encore avec nous. Merci à chacun et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, plaise au ciel, toujours avec le même engouement. À très vite.